Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo, la première vidéo du renard. Je vais commencer par une vidéo très classique, un top flop de 2020. Parce que 2020 a été une année pourrie en tout genre, hein, sauf pour moi pour la lecture, parce que j'ai eu pas mal de top et pas trop de flop. Donc j'ai fait un petit tri pour pas que la vidéo dure 2000 ans. Mais on va dire que les flops sont moindres, vraiment moindres que les tops. Alors, on va commencer tout de suite sans plus tarder par du positif. Voilà, et quoi de mieux que de commencer par ces tops promis. Mon premier top que je tenais à vous présenter, c'est un roman psychologique, peut-être, ouais. Un roman noir plutôt psychologique. Il s'agit de La deuxième femme de Louise May qui a été une révélation. Je ne connaissais pas du tout cette autrice et ça m'a vraiment donné envie de la connaître plus, de lire plus de livres d'elle parce que ça a vraiment été pour moi un ovni, une révélation. Voilà. Vous allez beaucoup entendre ces mots se répéter dans cette vidéo. Je suis désolée mais voilà, comme on est dans les tops, normalement c'est logique. Alors, la deuxième femme, ça parle de quoi? Ça va parler de Sandrine. Donc, nous sommes dans une focalisation interne. C'est Sandrine qui parle tout au long du livre. Sandrine se sent très mal dans sa peau. Elle se déteste à un point presque malsain. Elle ne s'aime pas du tout et elle le clame. Voilà, haut et fort, on le sent très très vite. Ça devient très vite une ambiance assez oppressante, assez malsaine presque, parce qu'on est toujours avec ce personnage qui se déprécie. Alors oui, ça pourrait sembler pas terrible, dit comme ça, mais j'ai trouvé que c'était quand même très poignant, très touchant. Évidemment, si dès le début vous n'aimez pas Sandrine, ça va peut-être pas le faire, parce qu'on va être tout le long avec elle. Alors, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Elle est avec un homme qui a déjà eu d'une première union un fils. Du coup, un beau soir, son mari et son compagnon du coup est devant la télé et il voit justement à la télévision que sa femme est réapparue. Elle avait disparu il y a quelques années et elle est totalement désorientée. Voilà, elle a été retrouvée par la police dans une situation absolument abracadabrantesque. Enfin voilà. Et du coup, tout de suite, Sandrine se sent en difficulté. Elle se sent pas bien parce qu'elle se dit voilà, la deuxième femme, c'est moi. La première femme, c'était elle. Qu'est-ce qui va se passer dans mon couple? Comment ça va se terminer, cette histoire? Est-ce que je vais perdre Mathias, donc le petit, qui est le fils de sa mère à peine retrouvée? Donc, elle se pose plein de questions et on va aborder une thématique assez taboue dans la littérature et on va l'aborder d'une manière très fine, très subtile. Ça va être très, coupé au cordeau, très psychologiquement parfait. Voilà, donc tout est bien foutu, tout est magnifiquement, magnifiquement bien écrit. On va être avec une écriture très, pas hachée, mais on va être une écriture quand même assez dure, assez brutale, parce que on est avec un narrateur qui ne s'aime pas tout simplement, qui se déprécie très très souvent encore une fois. Donc voilà, c'est vrai que c'était pour moi vraiment une révélation sur ce thème-là. Je vais pas vous dire la thématique parce qu'on la dit pas souvent quand on présente ce livre, mais vraiment peut-être un espèce de roman noir un peu domestique, psychologique, voilà, tout en introspection. C'est vraiment parfait. Ça a été pour moi une immersion totale. Ça a été juste un top exceptionnel. Ensuite, mon deuxième top, désolé, je vais pas présenter des livres qui sont peu connus ou quoi, mais c'est mes tops de 2020, je n'y peux rien. Mon deuxième top, c'est Millennium de Stieg Larsson, le premier tome. Alors j'avais une peur bleue à l'idée de commencer ce livre, si bien que j'ai lu un chapitre par jour pendant un mois, parce que j'avais vraiment peur de me lasser, j'avais peur que ça soit trop compliqué, tout ça. Et finalement, c'était juste merveilleux. Millennium, je pense que vous savez de quoi on parle. Nous sommes en Suède avec Michael Blomqvist qui est un journaliste qui vient de perdre un procès. Et pour ne pas entacher son journal, il décide de démissionner ou du moins de partir pour un temps. Dans le même temps, il va être recruté par un vieil homme, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, qui va lui demander une enquête d'investigation en fait. Parce que sa petite nièce a disparu il y a des années en arrière, il ne l'a jamais retrouvée, il ne sait pas si elle est morte, si elle est vivante, il veut juste retrouver son corps parce qu'il n'a plus vraiment d'espoir en ce qui concerne le fait qu'elle soit vivante, et il lui demande, voilà, avant que je meure, parce que c'est bientôt et tout ça, je voudrais quand même que
tu enquêtes une dernière fois, sachant que là tu n'as rien à faire puisque tu fais partie du journal. Donc Michael va se livrer à cette enquête-là. Et je pensais pas du tout que ça allait être comme ça, parce qu'on va être finalement dans un petit hameau où pas mal de même membres d'une seule famille habitent. Et il va y avoir un peu des secrets de famille, des choses pas très... qu'on cache un peu derrière les portes des chaumières. Enfin, et on va être un peu quand même dans cette ambiance-là de petite enquête nordique, dans un petit hameau familial et tout ça. Donc j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Je ne m'attendais pas du tout à retrouver ça. Mais en fait, Millennium, c'est pas ça, c'est une toile d'araignée d'intrigue. Il y a cette intrigue-là, il y a aussi en fil rouge le procès de Michael, la continuité de ce procès-là qu'il a perdu contre un grand directeur d'une firme, voilà, qui est un peu pourri jusqu'à la moelle, hein. On a aussi évidemment Lisbeth qui se mêle au récit, même si le premier tome là de Millennium est beaucoup plus centré sur Michael, mais on a aussi l'apparition de Lisbeth qui va se joindre d'une manière que je tairai à l'enquête, qui est une jeune hackeuse, voilà, qui est en souffrance depuis toujours. Elle a toujours souffert peu cher, elle a toujours eu une vie pas très très drôle, voilà, et encore dans le présent il lui arrive des choses abominables. Donc voilà, si vous êtes vous avez un petit peu peur des... Comment dire, vous êtes un peu sensible aux choses assez trash, notamment des violences, des viols, je vous déconseille ce livre, hein, clairement. Mais sinon, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment une toile d'araignée, encore une fois, d'intrigue. C'est exceptionnel, c'est bien écrit. Bon, parfois, il y a des passages, comme Michael est plus un journaliste centré sur l'économie. Il y a des passages un petit peu, pas indigestes, mais disons un peu difficiles de compréhension au premier abord. Mais ça se compte en une ou deux pages. Voilà, c'est pas plus que ça. C'est pas non plus illisible. Et c'est quand même très intéressant. On voit que c'est très fouillé, très recherché. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous le conseille parce que c'est vraiment la base du polar nordique. Donc voilà, moi je compte lire le 2e tome et le 3e tome cette année. Il faut que je m'y mette, hein. Mon 3e top, je vais pas trop m'apesantir dessus, c'est Les Misérables de Victor Hugo, que j'ai fini de lire cette année puisque j'avais lu le premier tome chez les éditions Folio en 2017. Et là je me suis dit il faut que je termine entre guillemets ce livre parce que quand même c'est... je sais pas, c'est Les Misérables, quoi, c'est un classique, quoi, voilà. Donc je suis très fière d'avoir lu Les Misérables déjà, parce que c'était un pavé quand même, et je suis très contente parce que j'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors évidemment, Victor Hugo était un grand ami des digressions, hein, on va pas se le cacher, mais voilà, on l'aime pour ça, on l'aime quand même. Il fait des personnages à couper le souffle, donc dans Les Misérables, je suis pas sûre de pouvoir résumer vraiment ce livre parce que c'est vraiment une espèce de grande saga de personnages sur plusieurs époques différentes. Je crois que c'est à partir, dans mes souvenirs, de la Révolution française et beaucoup plus loin, après à la Révolution de Juillet, et voilà. Donc bon, ça va couvrir voilà, une bonne 50aine d'années, voire plus. Du coup, on va être avec des personnages pour la plupart qui sont assez miséreux. On va être notamment avec Jean Valjean, qui est un ancien bagnard qui va connaître une rédemption folle, qui va essayer de se racheter tout au long de sa vie. Ça, je pense que vous connaissez son histoire. Va s'entremêler l'histoire de Cosette, une jeune fillette qui est abandonnée par sa mère et qui est recueillie par une famille, la famille des Thénardier, qui sont un des grands méchants connus de la littérature, qui vont lui faire subir pas mal de choses horribles. Il va s'en suivre plusieurs aventures. On va aussi après voir Marius, qui est un jeune homme aussi un peu bourgeois, qui va se mêler aussi à cette histoire, qui va avoir un grand rôle, surtout dans le 2e tome de l'édition Folio justement. Donc voilà, tous ces personnages-là, sans oublier le petit Gavroche qui est l'un de mes personnages préférés. Donc tout ça, c'est l'histoire de la France, c'est l'histoire de Paris qui est aux prises... qui est martelé entre les grands, les aristocrates, le pouvoir et le peuple qui a faim, les bourgeois qui veulent faire changer les choses. On arpente toutes les rues de la capitale avec tous nos personnages. Enfin, c'est vraiment, il y a toujours de l'aventure, de l'action. Il y a évidemment beaucoup de digressions, notamment sur la bataille de Waterloo et d'autres sur les égouts de Paris notamment aussi. Mais il y a quand même pas mal d'aventures. Il y a pas mal d'émotions, il y a vraiment, l'écriture de Victor Hugo est une des plus belles, moi, que j'ai jamais lues de ma vie, c'est incomparable,
C'est juste génial, pour moi c'est magnifique. Voilà, j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré... J'ai fermé le livre en étant très triste. J'ai fermé ce deuxième opus en étant vraiment très triste de quitter les personnages. Ensuite, mon dernier top de l'année, même s'il y en a d'autres, donc j'ai dû choisir quand même, mais je tenais vraiment à vous parler de ce top-là parce que c'est mon livre vraiment préféré de 2020. S'il devait n'y en avoir qu'un seul, ce serait lui. Il s'agit de Cimetière de Stephen King. C'était mon 5e Stephen King, il me semble. Alors dans Cimetière, on va encore être dans le Maine, évidemment, avec une famille qui vient s'installer à Ludlow, je crois. En fait, ils viennent s'installer dans une petite maison de campagne entre une grande route départementale où des camions passent à balle, hein, ils passent à je sais pas combien à l'heure, et bon, qui est assez dangereuse. Du coup, on les prévient dès le début pour les animaux de compagnie, etc. C'est pas top. Et ensuite, donc donc la forêt entre cette route-là et entre une... Donc ils emménagent dans cette maison entre cette route départementale et une forêt assez mystérieuse où se cache un cimetière spécial, voilà, qui semble un peu bizarroïde. Voilà, je vous en dirai pas plus, vous verrez par la suite, c'est dès le début, hein, voilà. Et du coup, ça va être cette histoire-là. Je sais même pas comment le résumer sans spoiler, on va dire. Mais donc, cette famille est composée de Louis, je crois, la femme c'est Rachel. Alors, Louis est un médecin. Voilà, médecin à la fac, je crois, et Rachel, femme au foyer. Ils ont 2 enfants en bas âge. Donc, dès le premier jour de travail de Louis, il se passe un petit peu quelque chose d'horrible, un drame, hein, on peut dire. Donc voilà, ça annonce la couleur. Et je vais pas vous en dire plus. Je sais que ça vous donne pas envie plus que ça d'après ce résumé initial, mais bon, je peux pas trop vous en dire non plus. Mais en fait, il faut savoir qu'on va être dans un King qui va être beaucoup dans l'horreur quand même. Ça ne fait pas peur plus que ça, mais on va quand même être dans le fantastique. Voilà, le réel et le fantastique qui se mêlent petit à petit. L'horreur qui grandit, l'angoisse aussi qui grandit, le sentiment d'oppression de cette famille-là qui ne comprend pas ce qui lui arrive. On va traiter de nombreuses thématiques. Et moi, c'est ça que j'ai aimé chez King, c'est qu'on en parle comme le roi de l'horreur, mais en fait, dans ce livre, Cimetière, c'est pas du tout de l'horreur pure et dure. Oui, il y a cette horreur-là qui est indéniable, mais moi, ce qui m'a touchée dans cette histoire, c'est cette famille, en fait. C'est cette famille qui s'aime plus que tout, c'est cette famille qui va être... dont l'amour va être mis à rude épreuve, c'est cette famille qui va connaître le pire. C'est la thématique de la mort, c'est la thématique de la reconstruction de soi, c'est la thématique du deuil, et voilà, après la reconstruction de soi et de sa famille, la reconstruction des liens, la consolidation des liens, ce rapport à la mort, comment expliquer la mort aux enfants, comment expliquer que ça va arriver aux animaux de compagnie, que ça va arriver à tout le monde, comment expliquer que c'est comme ça, que c'est le cycle de la vie. Les liens familiaux, les liens filiaux, les liens même amoureux, comment ça marche au quotidien, enfin quel est le rapport de cette famille-là, le rapport par exemple de Louis avec sa belle famille qui est très complexe, tout ça va s'entremêler et ça va être juste une histoire à couper le souffle, ça va être oui de l'horreur, du fantastique, oui du suspense, mais pas que, voilà, ça va être une histoire de la vie, une histoire de la mort, ça va être... Comment vous le dire, quoi, c'est juste, je peux pas résumer ce livre parce qu'il faut juste le lire, il faut juste l'apprécier à sa juste valeur. On est beaucoup dans l'émotion avec la plume de Stephen King. Pour moi, c'est un des meilleurs livres de Stephen King, et si ce n'est le meilleur. Voilà pour les tops. Je vais ensuite passer au flop. Donc, on va commencer tout de suite très fort avec Le temps est assassin. Le temps est assassin de Michel Bussy. Michel Bussy, j'avais adoré Nymphe et Noir et je n'avais pas du tout aimé Gravé dans le sable, donc c'était kiff on va dire. J'ai lu son avant-dernier du coup, Au soleil redouté, que j'avais beaucoup aimé aussi, mais Le temps est assassin a été une horreur pour moi. Nous sommes en Corse, pourtant la Corse est un de mes lieux préférés au monde, mais nous sommes en Corse, donc avec Clotilde qui revient 20 ans après ou 30 ans après, je sais plus, un drame qu'elle a vécu avec sa famille quand elle était petite, puisque toute sa famille a été, a eu un accident de voiture, elle était elle-même dans la voiture et toute sa famille est morte en fait, son père, sa mère et son frère. Et voilà, elle a été la seule survivante de cet accident, donc ça a été un traumatisme et depuis elle n'est plus jamais allée
en Corse. Elle n'est plus jamais allée au camping où elle allait près de Calvi, je crois. Non, elle n'y est plus allée. Du coup, là, elle retente, elle tente de renouer avec cette Corse qu'elle aimait tant en étant enfant. Et du coup, elle vient en vacances avec sa fille et son mari. Et en fait, petit à petit, elle va se rendre compte qu'il y a des choses qui clochent, qu'il y a des choses du passé qui ressurgissent, qu'elle reçoit des lettres mystérieuses de soi-disant mère qui, justement, devrait être morte. Donc, elle va mener un petit peu l'enquête, ça va être cette histoire de suspense-là. Alors, pourquoi je n'ai pas aimé Parce que je trouve que l'écriture de Bussy, au bout d'un moment, j'en ai un petit peu marre. C'est vrai que maintenant, je suis peut-être un peu plus exigeante au niveau de l'écriture, de la plume et aussi au niveau de la construction des personnages. Les personnages que j'ai trouvés trop creux, trop peu travaillés. Clotilde qui a 40 ans et qui se comporte comme une adolescente. Voilà, ça l'a pas fait du tout et surtout ça a été une déception parce que j'avais adoré Nymphéa Noire et on me parlait beaucoup du Temps est assassin, qu'il y avait la série qui était sortie, tout ça, on en avait fait tout un sketch, tout un speech. Alors je m'étais dit que c'était un truc un peu de fou quoi, alors que non, moi j'ai pas du tout aimé, ça a été une déception, je me suis ennuyée. Bon à la limite à la fin il y a un peu des twists, bon vite fait bien fait, mais bon je m'en souviens plus trop, autant vous dire que ça m'a pas marqué. Pour moi, ça n'a pas été une franche réussite et je pense que dans quelques années, il me sera totalement sorti de la tête. Ensuite, mon deuxième flop a été donc Reine de beauté de Emika Green que je l'avais lu, je me rappelle, avec Ned Gallet quand j'étais encore inscrite. En gros, c'est l'histoire, on est dans le Maine aussi, mais pas du tout la même ambiance que Kim, je vous rassure, enfin je vous rassure ou pas. Nous sommes avec Virginia, la demi-sœur de Jenny. Elle a des relations très très conflictuelles avec ses parents, surtout depuis que sa demi-sœur a été retrouvée morte. Et en fait, on va revenir dans le passé avec Jenny, ce qui s'est passé jusqu'au moment charnière où le soir elle est morte. Ou le soir de sa mort, pardon, et donc alternance passé-présent et présent où Virginia tente de savoir ce qui est arrivé à sa demi-sœur. Donc évidemment Virginia, comme dans tout, c'est bien connu, sa demi-sœur, elle arrive à mener l'enquête, à séduire le flic et à mener l'enquête avec de front avec lui. Mais bien sûr, bref. Donc tout ça, ça m'a un petit peu énervée parce que ça n'arrive jamais dans la vie, donc c'était des facilités vraiment pas possible, enfin je veux dire non, enfin moi j'ai pas du tout laissé passer quoi. Ensuite aucun attachement ni à Virginia ni à Jenny, un côté un peu young adulte avec le passé de Jenny au lycée, avec ce côté très young adulte qui m'a pas du tout plu, qui m'a pas du tout emballé en fait. J'ai trouvé ça d'un ennui, vraiment. Et en fait, je me suis énervée contre moi-même parce que je me suis dit, c'est ta faute, tu t'es laissé embarquer par Insta et tout ça. Et là, tu t'en mords les doigts parce que tu aurais dû te dire, en lisant le résumé et d'autres critiques, que c'était pas forcément un polar pour toi, quoi. Voilà. Et je me suis, laissé un petit peu prendre par la vague et voilà, c'est ma faute, c'est entièrement ma faute. Donc voilà, je n'en garde qu'un très léger souvenir. Je me rappelle un petit peu de la fin, mais même la fin, j'ai pas compris. Bof, c'était un gros bof, voilà, pour moi. Et dernier flop, après je vous laisse tranquille, c'est On ne meurt pas d'amour de Géraldine Dalban Morenas, qui est un roman contemporain, donc sur un coup de foudre, littéral, littéralement un coup de foudre entre une voisine et son voisin. Voilà. Ils sont tous les deux engagés, il y en a un qui est marié, qui a des enfants, enfin bref. On est dans l'univers un peu bobo parisien, qui ont une vie plutôt aisée, etc. Alors pourquoi je n'ai pas aimé ce livre alors qu'il fait seulement à peine plus de 200 pages ? Parce que je m'attendais à une belle histoire d'amour. Moi j'avais envie de lire une romance sans vraiment la forme de new romance ou de romance young adulte, mais une romance contemporaine. Et c'est pas ce que j'ai eu. J'ai pas eu ça, j'ai eu beaucoup de fesses. Voilà, les deux amants quand ils se retrouvent, c'est un peu une des seules activités qu'ils ont. Bon, après c'est bien sympathique, mais quand tu lis ça tout le temps, au bout d'un moment ça va. Enfin, t'as pas voulu lire ça à la base, donc bon, un peu ça va, mais après c'est un peu répétitif. J'ai pas cru en cette histoire d'amour, j'ai pas cru en leur futur, j'ai cru en rien dans cette histoire. J'ai été agacée par le côté bobo parisien qui ne me parle pas du tout. Moi je suis de Marseille, je suis de province et c'est vrai que bon, Paris, j'ai mis les pieds 2 ou 3 fois
grand maximum, et c'est vrai que c'est un monde qui n'est pas le mien, et pourtant des fois je suis curieuse avec des mondes qui ne sont pas les miens, mais là ça m'a complètement ennuyée, ça m'a même fait lever les yeux au ciel. C'est dommage parce que je m'attendais à aimer. Je sais pas pourquoi dans ma tête je m'attendais à aimer, et j'étais déçue par pas mal de choses, par le caractère des uns des autres, par la naïveté des uns des autres. J'ai été très déçue, donc c'est pour ça qu'il fait partie de cette vidéo après tout. Voilà pour ce flop là. Je tenais quand même à mentionner peut-être voilà, entre guillemets, mentions honorables à 2 livres que j'ai pas pu citer parce que ça aurait été peut-être un peu trop long. Il s'agit de Un monde sans fin de Ken Follett, qui est la suite des Piliers de la Terre, que j'ai adoré tout simplement, qui est toujours dans la même lignée des Piliers de la Terre, de cette saga un peu médiévale. Voilà, même si Ken Follett utilise un peu parfois les mêmes ficelles, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je voulais aussi parler de Anna Karenine, que j'ai fini en janvier 2020 et que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui m'a beaucoup plu, qui m'a fait découvrir cette aristocratie un peu russe et cette histoire tragique justement de Anna Karenine. Cette vision de l'amour aussi qu'a Tolstoï, enfin voilà, vraiment une très très bonne lecture aussi. Et enfin, vous parlez de Shining de Stephen King, évidemment, qui est aussi un de mes tops de cette année, que je mentionne très brièvement parce que j'ai beaucoup parlé de Cimetière, qui est pour moi pas forcément, qui n'a pas été le même kiff que Cimetière, mais qui a été quand même une énorme découverte. J'ai vu ensuite le film qui est très différent, mais qui est quand même très bon à sa manière. Shining a été pareil que Cimetière, ce génie pour décrire les liens filiaux, familiaux et tout ça, malgré l'angoisse, malgré le mal, malgré tout ça, je veux dire le côté très horrifique de l'hôtel, etc. Voilà, pour moi, c'est vrai que Cimetière et Shining ont un peu la même construction, avec un environnement hostile qui petit à petit devient plus angoissant. Mais ça reste quand même 2 œuvres à part, 2 œuvres singulières. J'ai préféré quand même Cimetière. Mais je suis quand même très sensible au petit Danny, que je n'oublierai pas. Et je vais d'ailleurs essayer de me procurer Dr. Sleep. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous lisez, quels sont vos tops et vos flops de 2020. Donc par exemple 3 tops, 3 flops, ou ce que vous voulez. Ça m'intéresse beaucoup, le but c'est d'échanger en fait. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur mes réseaux sociaux. J'ai une page Facebook, Le Renard se livre, et j'ai aussi surtout un Insta, Le Renard se livre. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis voilà, si vous avez des recommandations de livres ou autres, n'hésitez pas à me les donner. Voilà, le but c'est d'échanger encore une fois, donc je suis toute oui. Je vous laisse et je vous souhaite de bonnes journées, de bonnes soirées, une bonne semaine, et je vous dis à bientôt. Bye.